Vous m'avez proposé de réfléchir sur l'organisation hospitalière de manière un petit peu restreinte, c'est-à-dire pour quelle efficience. Donc, certes, le CHU est une organisation. Est-il pour autant organisé? Je pense que c'était un petit peu le sens de la question. Doit-il être organisé au point que l'on mette efficacité avec le supplément d'âme qu'amène la notion de résultat et d'économique dans la notion d'efficience? Et puis, bien évidemment, est-ce qu'avec ces deux critères-là, on arrive à emporter un établissement, comme en tout cas le mien, ce magnifique établissement de Montpellier? Est-ce qu'on embarque des collectifs avec une notion pure d'organisation, d'efficience? Est-ce qu'en soi, c'est nécessaire et suffisant, même si c'est indispensable, que de considérer que la soutenabilité de notre démarche doit être intégrée? Mais est-ce que pour autant, c'est ce que l'on doit proposer? Et de surcroît, comme je suis passionnée par l'IA et qu'il y a eu un orateur tout à l'heure qui a largement excellé dans la manière dont il a présenté la thématique, comment aborder l'IA dans un établissement comme le nôtre? Est-ce qu'on doit en avoir peur, comme à la grande époque où on introduisait la mécanisation des usages et où le ludisme brisait dans les ateliers de tissage les cadres parce qu'on craignait que l'emploi ne se détériore? Ou bien est-ce qu'on doit être complètement heureux et béat en se disant que l'IA va simplifier la vie de chacun, va optimiser notre mode de fonctionnement? Et donc, l'ensemble de ces thématiques qui, si globalement j'essaye de trianguler ce que vous m'avez confié aujourd'hui, va m'amener en 15 minutes à essayer de dire que, bien évidemment, être à la tête d'un établissement de santé hospitalo-universitaire est une gageure si on ne fait qu'une recherche d'efficience, comme de la même manière, si on ne recherche pas l'efficience pour pouvoir assurer le développement qui est le sien et qui nous oblige. Et finalement, j'élargirai dans mon propos pour dire dans quelle mesure ça devient une responsabilité collective, non pas que je refuse la mienne. Alors, première faute d'orthographe qu'on va supprimer, vous dire que tous les CHU sont beaux à l'origine, mais le mien est tellement mieux que les autres. En quelques chiffres, même si tout le monde le connaît, simplement pour dire que l'orientation première qui nous anime collectivement, 12 000 professionnels engagés, c'est d'être là pour nos patients. Et ces 12 000 professionnels, avec 2563 médecins très exactement, sont le cœur de notre richesse. Et l'activité que nous réalisons au bénéfice de nos patients, c'est d'abord le sens profond de l'engagement de chacun. Autre surexpertise du CHU, autre élément singulier du CHU, c'est son positionnement atypique nationalement en matière de recherche, très fort chercheur. Et c'est aussi ce qui donne du sens cette fois-ci à nos professionnels et qui est une forme de contrat pour nos patients, parce que quand on peut leur donner des soins qui sont certes reconnus par la Haute Autorité de Santé comme d'excellentes factures, si en plus on rajoute de la recherche pour chacun, eh bien à ce moment-là, on est sûr d'être à la pointe. Quel va être donc le projet de ce CHU et comment organiser de manière efficiente, de manière à porter un sens collectif? Aujourd'hui, depuis, alors vous comptez plus les jours que moi, professeur, parce que le temps passe vite, j'ose espérer que vous ne le comptez pas en croisant les chiffres, vous savez, comme les bagnards. Ce CHU, il ne fait pas du béton. Il n'est pas en train, même si on pourrait le réduire à ce qui aujourd'hui est un projet colossal, on n'est pas en train d'investir 737 millions dans le cadre du Ségur, 1 milliard d'ici 2032. C'est pas ça la fin de notre démarche, même si elle est importante, parce qu'offrir de bonnes conditions d'accueil à nos professionnels pour qu'ils prennent en charge correctement les patients, c'est bien évidemment incontournable, mais on ne fait pas du béton. Ce qu'on fait, c'est un projet de transformation ensemble. Et ce projet de transformation, il est fondé autour d'un projet d'établissement qui a été bâti par les professionnels de cet établissement, autour d'une gouvernance qui a elle-même été remodelée, beaucoup plus participative, avec de nouveaux visages, mais aussi capitalisant le trésor de l'expérience de ceux qui aujourd'hui nous permettent d'allier passé et avenir de manière apaisée. Bien évidemment, nous intégrons la donnée, les data,
massive, l'IA, dans nos pratiques, parce que ce virage ambulatoire que nous faisons, il suscite beaucoup de données qui sont agrégées au sein de notre entrepôt de données de santé, avec notre partenaire consubstantiel de l'université au gré de SN by UM, bien évidemment Erios, et dans le cadre de notre écosystème Medvalley. Donc toute notre transformation va s'enraciner à la fois dans un projet médical fort, mais aussi dans une gouvernance de la donnée qui nous permet progressivement de nous repositionner pour que nos futurs murs soient finalement le réceptacle de ce double mouvement. Tout à l'heure j'évoquais le ludisme, quand certains s'inquiétaient, tout ce que l'on fait doit être accompagné. Cet accompagnement au changement, c'est l'école de la transformation hospitalière qui a ouvert ses portes. Alors on a une magnifique université, une faculté spectaculaire. L'ETH, c'est la brique supplémentaire de l'employabilité de nos professionnels. Une forme de contrat social qui vise à dire que certes, l'IA va arriver, que des métiers vont apparaître, d'autres vont changer, voire disparaître. Et on a ce contrat social qui fait que l'organisation efficiente de nos fonctionnements saura aussi s'exprimer à travers cette école qui travaillera l'employabilité de nos professionnels et personne ne restera sur le bord du chemin. Bien évidemment, on se mobilise, on a 8 défis qui nous permettent d'intégrer un petit peu différemment la réorganisation portée par ce projet d'établissement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, j'ai fait quelques slides pour dire pourquoi je ne me considère pas comme l'ordonnateur suprême ou le grand organisateur du CHU, parce que ça ne me semble pas être ce qu'il y a de plus intéressant, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un hôpital, comme celui du CHU, enfin, comme le CHU de Montpellier, c'est un hôpital qui est nécessairement désorganisé par les urgences. Si on était systématiquement à faire du programmé, ce serait déjà beaucoup plus simple. Et j'ai repris la dernière enquête de l'adresse qui disait 80% un jour donné, le 13 juin 2023, 80% des patients étaient pris en charge aux urgences en France. Donc l'urgence et le programmé, c'est bien une première approche qui vient perturber une lisibilité trop simple de la vie de l'hôpital et qui pour autant est nécessaire parce qu'on est toujours ouvert pour nos patients et c'est ça aussi qui fait qu'on est très attaché à nos hôpitaux. La deuxième chose qui vient un peu perturber cette organisation simplement pensée, c'est qu'on a un budget annuel, on a un PPI à 10 ou 20 ans, c'est-à-dire un plan pluriannuel d'investissement à 10 ou 20 ans. Et finalement, on a des changements politiques qui se succèdent et on est à la recherche d'une ingénierie qui transcende un petit peu ces éléments. Et on le voit aujourd'hui dans le cadre des discussions sur l'ONDAM et le PLFSS. Comment est-ce qu'on arrive à se projeter? Alors, bien sûr, il y a des mouvements de fond qui perdurent. Comment est-ce que le SAS, le service d'accès aux soins, vient infléchir la courbe des urgences? Mais on a besoin de cette pluriannualité qui, à défaut, nous amène à fonctionner, à nous organiser de manière peut-être efficace à l'instant T, mais difficilement efficiente dans le long terme. Et ça, ce n'est pas forcément que l'hôpital, mais il y participe. L'innovation et la tarification à l'activité. Un CHU doit être l'espace de l'innovation. L'innovation, par définition, n'a pas de modèle économique, mais un CHU qui n'innove plus pour ses patients, un CHU qui ne se repose pas sur ses professionnels de santé pour découvrir la médecine de demain, ne sera plus un CHU. Donc, il faut trouver un moyen de l'innovation soutenable et ce n'est pas forcément toujours compatible avec la tarification à l'activité qui, elle, finance des prises en charge le plus normées possible. Là, vous dégagez de la marge. Junior, senior, la richesse d'un établissement hospitalo-universitaire, c'est ce lien avec la faculté pour former les professionnels de demain dans ces écoles paramédicales, dans ces écoles médicales. Mais on sait que quand les juniors arrivent, quand c'est leur premier semestre, quand ils reviennent, des fois, si j'étais un petit peu synthétique, je dirais qu'on peut avoir des exomes prescrits aux urgences. Donc ce lien seniorisation junior, c'est un lien à la fois d'organisation, de compagnonnage, mais aussi parfois pour rétablir un peu d'efficience. La Légion romaine. Et là, vu le nombre de professionnels médicaux que je vois dans cette salle, vous comprendrez quel est le principal obstacle d'un directeur d'hôpital qui considérerait qu'on va organiser comme une légion romaine et faire la tortue ses équipes médicales. Celui qui considère que c'est comme ça qu'il gère son hôpital, il a tout faux.
La richesse d'un hôpital, c'est sa communauté médicale. Il faut lui permettre de s'exprimer, avec parfois des choses qui ne sont pas forcément à l'instant T, comme on l'aurait souhaité, aussi organisées que la Légion romaine avec son efficacité redoutable. Pour autant, le cœur, la richesse de nos établissements, ce sont les professionnels de santé. Donc, il faut accepter qu'il y ait une part de désorganisation et que parfois, il y ait une forme de vision qui puisse être propre à certains et qui ne sera pas standardisable partout, et l'accompagner de telle sorte qu'on en révèle la substantifique moelle. Le dialogue social est le principe du service public. À l'hôpital, quand on veut changer quelque chose, il faut juste prendre un peu d'avance. On arrive à bouger, bien évidemment, l'hôpital se renouvelle et se métamorphose au quotidien, mais encore faut-il l'anticiper pour avoir un dialogue social apaisé. Là où on échoue, c'est quand le dialogue social se brise, et à ce moment-là, eh bien, les projets n'avancent plus. Donc, une nouvelle fois, l'organisation, elle va prendre des chemins de traverse, ça veut dire anticiper, parler, présenter, rassurer, conforter, donner du sens. Bertrand de Jouvenel, je ne sais pas comment le définir, mais pour ceux qui l'ont lu, il est passionnant. Il a cette définition qui, en tout cas, que moi j'aime beaucoup, c'est de dire que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. À l'hôpital, 12 000 professionnels, il faut toujours le rappeler, parce que sinon, on peut gérer des mosaïques d'intérêts, et ça devient rarement l'intérêt supérieur d'un établissement. Et enfin, j'ai repris le sigle de la DATAR, parce qu'on n'a jamais fait mieux que dans les années 80 avec la DATAR, qui envisageait une déclinaison de l'aménagement du territoire assez centralisée. Un hôpital n'a de sens que décliné dans son territoire. Le directeur général l'évoquait, surtout quand le numerus clausus va nous mettre en difficulté. On ne peut pas laisser des pans entiers du territoire se désespérer. Donc, il appartient à tous les établissements de santé, et à commencer par les CHU, d'être les vaisseaux amiraux qui vont essayer d'aller encorder les territoires dans une logique de soins gradués. Alors, l'organisation de l'hôpital, elle se fait à une échelle tellement plus vaste qu'on voit bien que ça n'a pas trop de sens à l'échelle de nos murs. Alors, pourquoi un CHU, in fine, sans être complètement organisé, peut répondre avec efficacité à l'ensemble de ses missions? Vous parliez tout à l'heure de Toulouse. J'ai pris cette photo de Toulouse parce que la direction générale de Toulouse est dans un bâtiment qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est spectaculaire. Et en face, vous voyez le bâtiment de Pierre-Paul Riquet, qui est nouveau. Et à travers cette image, c'était juste le lien qu'il faut être hyper humble quand on est à la tête de ce genre de magnifique établissement, parce on ne fait que passer, on passe le témoin. Notre seul enjeu, c'est de le porter haut. Mais finalement, vous voyez qu'à l'échelle du temps, eh bien finalement, les choses se passent et que l'hôpital est le seul service public qui s'est toujours réinventé en étant ouvert 24 heures sur 24 depuis la nuit des temps. Et ça force le respect. Et c'était un petit peu une manière de le représenter. Malgré des écueils administratifs, qui, là encore, confinent au mythe de Sisyphe, où on a l'impression, avec le Code des marchés publics, cher Max, vous êtes financé comme moi, avec les mêmes consultations externes, avec les mêmes tarifs de GHS. Et pourtant, moi, j'ai le Code des marchés publics au premier euro pour tout. Tout, absolument tout. Et ça, quand même, ça interroge. Non pas que ça surprenne, parce qu'on manie des fonds publics, mais tous. C'est normal qu'on en réponde, et qu'on en réponde avec intelligence, équité, transparence. Mais quelle énergie faut-il dépenser pour pouvoir acheter sans négocier avec le Code des marchés publics, ou peu négocier, et ça, ce serait formidable de pouvoir évoluer. Parce qu'avec ces facultés, un CHU façonne les professionnels de santé de demain. Et ça, il faut accepter que ça ne puisse pas être complètement organisé, que l'on puisse, à un moment donné, se dire que les 8 000 € qu'on donne par an pour un interne qui est dans nos murs, ce n'est pas complètement ça, mais ce n'est pas grave, parce que l'interne d'aujourd'hui, ce sera le professionnel de santé de demain, qu'il soit dans nos murs, dans une clinique, dans un territoire ailleurs, dans une ARS. Et donc, en ce sens, l'hôpital est remarquable d'efficience et d'efficacité. Parce qu'il est le terreau de la recherche fondamentale et translationnelle, les innovations de rupture se font entre nos murs. Nous continuons d'avoir une recherche d'excellence, nous avons des IHU, et c'est ça qui porte les soins que nous donnons à nos patients, et parce que nous participons aussi au contrat social.
il suffit de voir que les hôpitaux sont les premiers employeurs de chacun des territoires. Quand on a envie de réorganiser un hôpital, il faut forcément rassurer ceux qui voient que le tissu urbain autour de l'hôpital a besoin de son hôpital aussi pour respirer, pour fonctionner, car, j'ai mis un petit point, l'hôpital est générateur de richesse. Nous faisons vivre aussi des sous-traitants nombreux. Quand nous nourrissons nos patients, ils sont très nombreux. Alors en cela, les cliniques sont exactement comme nous. Donc voyons aussi notre patrimoine de santé comme une richesse pour les environnements au sein desquels ils sont installés. Donc finalement, au-delà de l'organisation hospitalière, finalement, n'est-ce pas un peu plus large notre système de santé qui doit être efficient? Et donc, j'ai mis 4 quarts en disant l'hôpital, on prend 1. Cette responsabilité, c'est le patient d'une part. Comment est-ce qu'il prend soin d'un système qui est mondialement remarquable? Comment est-ce que nous, les hôpitaux, nous faisons en sorte d'être efficaces, voire efficients, pour pouvoir participer à ce qu'il reste? Comment les ARS, qu'elles disent oui, qu'elles régulent, qu'elles offrent, qu'elles retiennent ou qu'elles projettent l'organisation de soins ou qu'elles nous mettent à nous coordonner, arrivent à positionner ce système de santé auquel nous sommes attachés. Et enfin, comment les politiques apprécient les établissements de santé dans leur stratégie de développement territorial et avec quel courage voient-elles les évolutions quand on gradue les soins. Quelle part de la ressource nationale consacrons-nous à la santé? En fonction de ce qu'on nous donne, nous nous organisons pour voir comment on assume l'ensemble de ces missions. On sait le faire. Et comment nous préparons-nous au vieillissement de la population, au grand âge? Comment nous adaptons-nous et comment restons-nous? Parce que la meilleure des efficiences et des organisations, c'est celle qui anticipe. Et ça, c'est un vrai défi qui s'annonce à nous. Le prenons-nous suffisamment en considération? Devons-nous le faire dans une approche de prévention? Le directeur général de l'ARS l'a largement évoqué, je n'y reviendrai pas. Mais la prévention est un vrai sujet. Et enfin, comment pensons-nous collectivement l'IA? Augmenter versus remplacer. Nous savons que l'IA n'est vraiment plus de la science-fiction. À Montpellier, nous avons un magnifique projet d'IA que nous montons en lien avec la faculté. Je crois qu'aujourd'hui, nous considérons que l'IA, avec conscience éthique et en essayant de la comprendre pour l'intégrer dans nos pratiques, est une chance. Passer à côté sera une fragilité et irresponsable. Alors, au CHU de Montpellier, nous avons ce projet qui se déroule. Et vous voyez, celui-ci, il est en train de tracer, le petit bonhomme noir, c'est où on en est depuis novembre 2021 et comment les différents services ont déjà commencé avec les passages devant l'agence régionale de santé pour valider nos équipes. Donc, on transforme nos murs. Et au sein de nos murs, concomitamment, on transforme nos organisations. Et pour que chacun ait le sens de là où nous allons, on a considéré qu'en une slide, nous avions besoin d'avoir quelques invariants. Ces invariants, tout le monde les respecte. Voilà les clés de notre organisation. Une fois que ces invariants sont posés, chacun a la liberté de les dérouler à sa guise. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas hyper novateurs, mais si tout le monde, si 12 000 professionnels les intègrent en même temps, eh bien à ce moment-là, on arrivera à organiser correctement notre transformation en réussissant à déployer notre projet médical. Et donc, derrière ces différents invariants, on voit que c'est pour éviter de ne pas passer à côté de ce qui pourrait nous conduire dans un mur, et au contraire, d'essayer d'avancer vers plus de porosité dans nos organisations pour nous adapter avec un peu plus de flexibilité, donc des organisations un peu plus souples, un peu plus mutualisées, un peu plus tournées vers l'ambulatoire, où on donne des espaces à chacun, pour que tout le monde vive correctement dans ces nouvelles structures, où on utilise le design pour que chacun puisse définir en fonction de ses règles les endroits où il va travailler. On le fait de manière soutenable, on retrouve l'efficience, puisqu'il faut des retours sur investissement suffisants, parce que ce serait terrible que notre établissement devienne un caravansérail vide parce qu'on n'aurait pas maîtrisé les dépenses et qu'in fine, on n'ait pas ce qui fait le cœur de notre motivation, c'est-à-dire des équipes qui veulent venir, qui veulent rester. Et la notion d'attractivité doit nous conduire à être très vigilants sur la manière dont on conduira ce projet. Je vous remercie.